Merci en tout cas à toutes et tous d'être là autour de la presque table. En tout cas, pour évoquer ce sujet tous ensemble, même si on regrette évidemment que les syndicats de salariés qui devaient être présents ce matin ne soient pas avec nous. Et on remercie Rémi Lourdel de la CFDT qui devait intervenir seulement cet après-midi de venir porter la voix, en tout cas d'une partie des salariés. Alors sur cette thématique d'attractivité du métier, plusieurs sous-parties qu'on va essayer de traiter tous ensemble avec les différents points de vue. La formation, les BNSSA qui cristallisent un petit peu les tensions, la reconnaissance d'un statut. Oui, non, peut-être, pourquoi. L'évolution de la carrière et puis bien sûr, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu Pavageau, le salaire et les conditions de travail qui évidemment viennent assez fortement quand on parle d'attractivité du travail. On a une grosse heure tous ensemble, vous le savez, je vous l'ai dit, on n'a pas énormément de temps, mais quand même on va le prendre pour que chacun puisse exposer ses points de vue. Je vais commencer avec Noël Chenot, que j'espère que vous voyez bien, que je ne cache pas trop. Vous êtes là, je vous donne vous allez récupérer un micro. Vous êtes maire de Surzur, vice-présidente de golf du Morbihan, Van Agglomération. Vous faites partie du groupe de travail sport à l'AMF. Et chez vous, on gère 5 piscines et un littoral. On en dira un petit mot, même si c'est pas trop notre sujet aujourd'hui. Je le disais au tout début, il y a cet aspect de formation. Alors les formations, elles existent, Noël Chenot, mais il y en a trop. On s'y retrouve pas. On est perdu. Alors nous, en tant qu'employeurs et collectivité, effectivement, notre grosse problématique, c'est que si on n'a pas une antenne sport dédiée, etc., on est un peu perdu, effectivement, sur le nombre de formations, le besoin, combien de MNS pour combien de Lindo, combien de BNSSA, combien de ceci, combien de cela, par piscine, etc. Donc, à un moment, nous, il faut nous simplifier la vie en tant que maire. Parce que encore hier, une piscine a fermé définitivement dans le Morbihan pour des problèmes multiples. Et la surveillance en fait aussi partie. C'est surtout l'énergie aujourd'hui qui met à mal les piscines, mais il ne faudrait pas en rajouter en fait un peu plus avec l'encadrement et la surveillance. Et pourtant, sur votre zone à vous, quand on parle d'attractivité, vous êtes plutôt une zone qui n'a pas trop de mal normalement à recruter. Alors on est en plein emploi sur le Morbihan et sur Van Agglomération. Le golfe du Morbihan est très attractif et pourtant on manque cruellement de personnes. On a une problématique majeure, c'est qu'on n'arrive plus à loger les gens chez nous parce qu'on est au bord du littoral et que voilà, le côté attractif du littoral fait que la partie saisonnière prend le pas sur l'année et on n'arrive plus à loger les gens. Effectivement, quand les salaires sont trop bas, les gens ne peuvent plus se loger, donc ils ne peuvent plus travailler sur notre secteur. On reviendra sur la question des rémunérations ensuite, mais en tout cas, on l'entend, alléger les formations et simplifier un petit peu tout ça. Catherine Léonidas pour l'Andes, vice-présidente de l'Andes, première adjointe et adjointe au sport de La Rochelle. Vous aussi, vous avez en charge les équipements aquatiques notamment. Alors, ce qu'on pourrait préciser déjà, c'est que au fil du temps, la fréquentation des piscines a évolué. Et pourtant, les personnes qui les gèrent, qui s'en occupent, elles, n'ont pas forcément vu à la fois leur champ d'action être pris en compte, peut-être. Alors effectivement, avant de parler de l'attractivité du métier, moi je voudrais parler de l'attractivité de nos équipements sportifs. La piscine, c'est l'équipement sportif qui a le plus évolué depuis 40 ans, je vais dire. Là, le panel de population qui la fréquente, on est passé des années 80 à des enfants, mais des enfants de 7-8 ans avec l'éducation nationale, des ados et puis des nageurs assez jeunes. Et là, actuellement, on a les bébés, toutes les catégories d'enfants, on a les femmes enceintes, on a les seniors, on a le groupe de copines qui vient à la piscine sur sa pause déjeuner pour pratiquer des activités. Et on a même, dans cette mutation-là, on a des migrants qui viennent à la piscine. On a les aquaphobes, etc., etc. Et l'attractivité de nos établissements, moi je dis toujours, c'est l'équipement le plus ouvert après l'hôpital et l'hôtel de police, c'est la piscine qui est la plus ouverte. Et alors, je vais quand même moduler un peu ce que vous avez dit, parce que depuis 40 ans quand même, on a assisté à
Il y a 40 ans, on nageait dans une ligne d'eau, on faisait des allers-retours. Hein. C'était à peu près tout. Et maintenant, on a une gamme d'activités absolument incroyable. Tous les aquas, tout ce que vous voulez, les apprentissages pour tout le monde. Ça, c'est quand même dû à la fois aux professionnels qui ont su s'adapter, mais on va y revenir. C'est dû aux associations qui veulent que leur terrain de jeu soit l'eau, mais pas forcément sur des allers-retours. Et donc, nous, collectivités, par rapport à l'offre publique et à la qualité d'offres que l'on veut apporter à nos concitoyens, en face, il faut aussi que le métier soit attractif, il faut aussi que nos MNS puissent se former. Et moi, je pense qu'un des soucis, c'est ces formations qui ne sont pas une maquette nationale, des contenus, des méthodes qui soient les mêmes un peu pour tous, développées par des organismes qui soient certainement moins nombreux. Moi, je pose la question, quelles sont les compétences de certains formateurs qui donnent la certification. Et donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre cette diversité de population, d'activités, et puis le métier. Et c'est un métier. Et pour moi, un métier, ça s'apprend. Ça s'apprend, donc il faut qu'il y ait des formations qui soient en face, des formations qui correspondent à le panel d'activités. C'est-à-dire que la mission essentielle du MNS est d'enseigner, et notamment la natation scolaire, et on connaît notre problématique, 2 années de crise Covid, plus maintenant des fermetures hypothétiques, ou avérées pour certains. Et donc, voilà, il faut absolument que les MNS soient formés, qu'ils aient une formation qui prenne en compte toutes ces dimensions. C'est-à-dire que j'enseigne, j'anime, j'accueille un public, je gère des conflits, etc., etc. Donc il faut que les formations soient en relation avec ça, et puis des évolutions dans cette carrière, une formation continue, parce qu'actuellement la révision tous les 5 ans n'a rien à voir avec l'évolution du métier. Donc il faut qu'il y ait une adaptation de toutes ces mutations qui ne sont pas terminées, avec les formations initiales, continuées de nos maîtres nageurs. Sur l'évolution de carrière dans quelques minutes. On va rester sur cet aspect de formation, hein, où vous demandez un référentiel national, une stop à la multiplication des formations. Vous aurez tout à l'heure d'ailleurs une cartographie des formations après cette table ronde. Mais sur les formations, je voudrais entendre Bertrand Achard, qui représente le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale. Vous êtes directeur de l'INSET de Nancy, l'un des 5 instituts en charge des études territoriales, avec dans chacun de ces instituts des spécificités. Et chez vous, c'est justement le sport, d'où votre présence ce matin. Votre réaction sur cette question des formations et finalement de cette multiplication qui amène notamment certains employeurs à être complètement perdus et en tout cas peut-être parfois à ne pas trouver la formation qui va bien pour les personnes dont ils ont besoin. Peut-être préciser que le CNFPT n'a pas d'engagement au niveau de la certification. Donc on n'est pas impliqué dans la formation initiale des maîtres nageurs pour accéder au diplôme d'État. Par contre, effectivement, on est impliqué sur la formation continue des maîtres nageurs. Donc moi, ce que j'ai entendu, effectivement, nous renvoie finalement au b.a.-ba de l'exigence de formation réussie, c'est-à-dire une parfaite analyse des besoins et puis surtout des conditions d'accès à la formation qui soient effectives. Et le sujet, je pense, est là également. Donc autant au CNFPT, effectivement, on a des efforts à faire pour travailler sur la conception et les formations, autant nous observons qu'effectivement, il y a un sujet sur l'accès aux formations. Donc on a à peu près 25% de stages qui sont programmés et annulés, donc faute d'effectifs suffisants. On a également 25% d'absentéisme sur les stages qui sont proposés. Donc je pense que c'est justement dans la concertation avec l'ensemble des acteurs qu'on va pouvoir travailler sur ces préoccupations-là. Donc amener des réponses qui soient adaptées aussi aux enjeux. Je vais vous citer un exemple très concret. On va s'engager sur la formation à l'aisance aquatique. Donc on est prêt à le faire en déployant sur tout le territoire un accompagnement des collectivités sur ce sujet en jeu. C'est très concret. Ça peut rassembler les maîtres nageurs sur un enjeu que tout le monde partage. Donc je pense que voilà, les efforts à faire en termes de formation continue,
requiert que les acteurs puissent travailler davantage ensemble sur la conception de l'offre de formation et surtout sur la dimension opérationnelle de programmation pour que ça soit accessible à tous. Voilà, pour que nos maîtres nageurs qui sont plus assez nombreux aient quand même le temps de continuer à se former sur des temps peut-être un peu plus calmes des piscines. Romain Viéville pour le Cosmos. Ah non, pardon, Pierre-Alexis sur la direction des sports qui voulait ajouter quelque chose et je donne la parole à Romain après. Oui, du coup, merci beaucoup Gaël. Peut-être juste en quelques éléments de réaction. C'est vrai que bon, on a souvent tendance à dire que les formations dans le champ du sport notamment sont très nombreuses, sont difficilement lisibles. C'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver. Il y a plusieurs certificateurs, hein, donc des gens qui vont donner des diplômes. On a par exemple le ministère des Sports, typiquement, hein, avec le brevet professionnel, la jeunesse, d'éducation populaire et des sports, qui vise spécifiquement l'encadrement de la natation. Ces formations sont générales. Il y a un cadre réglementaire global qui donne finalement la possibilité à tout le monde de se former. Après, il y a des organismes de formation, de 70, 75 organismes de formation, qui doivent répondre vraiment à ce qui est des charges. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser, c'est que en tant que ministère certificateur pour les sports, et c'est la même chose pour l'université par exemple, on a un cadre général et n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. C'est important de savoir qu'il y a un enjeu de sécurité. Le premier enjeu finalement pour le ministère de la sécurisation, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes et de permettre que les personnes encadrées soient bien encadrées et en sécurité avec un encadrement de qualité. Donc voilà, donc ça c'est important et d'où la révision aussi qu'on met en place tous les 5 ans pour s'assurer que les personnes qui sont face à face pédagogiques sont en capacité de bien ne pas mettre en danger les pratiquants. Après, il y a tout un enjeu de perspective, mais bon, on y reviendra, d'amélioration de ces formations, et je pense qu'on pourra y revenir par la suite. Tout à fait. D'autant que les formations, on en reparlera tout à l'heure. Je vous vois réagir, Catherine. Prenez le micro, c'est le moment. Non, mais on va le gérer, le débat, mais on est là pour ça. Donc je disais à mon voisin que c'était pas mon métier, mais j'ai quand même révisé le MNS pendant 40 ans. J'ai toujours fait les mêmes choses. Hein, on saute de l'hélico, on fait de l'hélitroyage, etc. Mais je n'ai jamais eu aucune formation sur la PEDA, par exemple. Rien, jamais. Bon, il se trouve que je suis enseignant-formateur par ailleurs, donc la PEDA, je connais un peu. Et MNS, la pédagogie. Oui, la pédagogie, pardon. Voilà, pour l'apprentissage. Les anciens, je veux dire, la révision actuellement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux du métier de maître nageur. Il faut d'autres thématiques, d'autres sujets qui soient abordés. Merci pour cette précision, Catherine. Romain Viéville pour le Cosmos. Vous êtes où ? Là, pardon. Désolée, j'ai pas le trombinoscope en tête. Directeur emploi-formation de ce Cosmos, organisation patronale qui représente les employeurs du sport. 2 axes importants pour vous dans la formation. On l'a déjà un peu évoqué, qui est des perspectives, et puis qu'on connaisse ces dispositifs de formation et leur financement aussi, parce que c'est un peu quand même parfois et souvent le nerf de la guerre. Effectivement, bonjour à toutes et tous, merci. Effectivement, ça a un peu été abordé. Le renforcement de l'attractivité du métier passe, à notre sens, par effectivement l'aspect diversification et enrichissement des activités qui peuvent être assurées par les MNS et évidemment par les perspectives de carrière. Sur l'aspect enrichissement et diversification des activités, on a pu nous mesurer dans le cadre d'une cartographie prospective des métiers du sport que les attentes des pratiquants, des utilisateurs, des clients étaient en évolution et qu'il était donc absolument nécessaire qu'on s'adapte, que nos structures s'adaptent à ces attentes et que donc on travaille sur les compétences. Il y a des travaux qui sont actuellement menés au niveau du ministère des Sports de rénovation d'un certain nombre de diplômes. Et je pense que c'est une opportunité très forte qu'on a aujourd'hui justement de travailler à ces compétences qui seraient périphériques, j'ai envie de dire, au cœur de métier, avec une volonté, encore une fois, de renforcer la richesse de ce métier, ne pas simplement le centrer sur la partie encadrement, enseignement, voire surveillance de baignade, mais proposer demain à nos MNS la possibilité, l'opportunité de travailler aussi sur des activités périphériques d'administration, promotion de la structure, développement de ces activités. Et ça passe par effectivement une mise à plat des référentiels d'activités et de compétences des diplômes et d'intégrer ces nouvelles compétences. Et puis sur la partie perspective de carrière, évidemment, l'attractivité, elle doit passer par notre capacité et notre responsabilité collective à offrir des vraies perspectives de carrière dans la filière.
Ça veut dire, là encore, profiter des travaux qui sont engagés autour des blocs de compétences pour parfaire les articulations entre nos différents niveaux de diplôme et faire que quelqu'un qui aurait une première partie de carrière d'encadrement mais qui voudrait ensuite aller vers de la direction de structure n'ait pas toute une formation complète, longue, alors même qu'il est en activité, à aller financer une formation très longue. Donc ça nécessite des articulations entre les blocs pour que la reconnaissance de compétences qui sont acquises sur le terrain, là encore il y a une réforme sur la VAE qui doit pouvoir être utilisée pour qu'on mette en place des artifices qui soient souples et qui permettent encore une fois d'aller chercher des nouvelles compétences de façon plus souple. Et ça a été évoqué, c'est extrêmement important à mon sens, l'accès aux formations, et là je parle de financement. Il y a un certain nombre de dispositifs quand même qui existent aujourd'hui et une responsabilité qui a été prise par la branche du sport et ses employeurs en collaboration avec les organisations de salariés. Nous appelons à des contributions formation qui sont supplémentaires aux obligations légales des employeurs. Ça veut dire qu'on dégage des enveloppes financières supplémentaires à ce qui est prévu par le Code du travail pour nous permettre de financer les besoins en formation des professionnels. Et évidemment, ça, c'est complémentaire à un certain nombre de choses qui ont été impulsées, notamment ces dernières années, autour du FNE formation, les aides autour de l'apprentissage. Tout ça, ça doit être quand même un souffle et ça doit nous permettre d'accompagner de façon forte le financement à la formation. En tout cas, à notre sens, il y a évidemment des travaux à poursuivre, mais l'accès pour des salariés en poste, voire même pour les demandeurs de l'emploi avec des dispositifs autour du CPF, autour de la préparation opérationnelle à emploi collective, qui existent mais qui sont mal connus. Et effectivement, il y a aussi un enjeu très clair. On a parlé de lisibilité de l'offre de certification, des formations, mais il y a aussi ici à mettre de la lisibilité autour des dispositifs de financement des formations parce qu'aujourd'hui, ils existent. Merci. Petite Noël Chenot qui voulait... et puis je donne la parole après à Gilles Michel. Je voulais juste parler de l'attractivité. J'entends parfaitement la problématique des maîtres nageurs, mais pour le coup, nous on est une collectivité, on a 5 piscines en régie et les maîtres nageurs étant intégrés à la collectivité, ils ont comme n'importe quel fonctionnaire de la fonction publique territoriale la possibilité d'évoluer en interne. Et c'est déjà le cas. Nos directeurs de piscine sont pour la plupart des anciens maîtres nageurs des sites. Ils ont évolué, ils ont accepté aussi, comme n'importe quel fonctionnaire, aussi une certaine mobilité pour apprendre ailleurs, pour avancer. Donc ça se fait déjà. Après, toutes les piscines ne sont pas gérées par des collectivités. C'est peut-être aussi une des problématiques aujourd'hui. On a bien vu que certains avaient fermé de façon unilatérale leurs piscines et les collectivités ont bien été très mal avec cette histoire-là. C'est vrai que les piscines, pour les collectivités, on peut le dire, c'est un gouffre financier. C'est aujourd'hui, avec la crise énergétique, c'est ce qui coûte le plus cher à une collectivité. 5 piscines, c'est 200 000 € de déficit par an par piscine. Donc toutes les collectivités n'ont pas la capacité d'assumer ça. Par contre, on est content de mettre 100% de nos enfants dans l'eau et leur apprendre à nager, parce que nous, derrière, on a le littoral, et que s'ils n'apprennent pas à nager petits, quand ils arrivent sur la plage, ça peut être extrêmement dangereux. Donc on a aussi besoin de ça. Et c'est vrai que je rejoins Mme Léonidas, la piscine maintenant, c'est un tout. C'est un espace ludique, c'est un espace sportif. Et c'est un espace aussi maintenant d'agrément, c'est-à-dire que les week-ends, avec un temps gris comme aujourd'hui, les gens vont à la piscine avec plaisir et ils ont envie d'y aller. Et ça, c'est une diversification du métier qu'il faut effectivement prendre en compte. Mais il y a une attractivité possible, il faut juste effectivement que ça se sache. Merci pour la précision. Gilles Michel, merci d'être avec nous, membre du COMEX de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. Vous représentez la moitié des maîtres nageurs, donc vous aussi vous représentez les salariés comme la CFDT. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on échange ensemble sur la formation et sur le métier de MNS. On n'a pas encore prononcé le sigle BNSSA. Ça va être votre tour de nous
nous en parler un petit peu par rapport à votre position à vous et à vos propositions pour faire à la fois évoluer ce métier de MNS en lien avec les BNSSA. Alors oui, merci, mais je veux bien parler du BNSSA, mais je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pris plaisir à entendre beaucoup de choses, des choses très intéressantes, hein, une collectivité qui met en avant le coût du fonctionnement d'une piscine. Moi, je viens d'un milieu rural, je dirige une piscine en milieu rural, en Lozère, ville de 5000 habitants, c'est 10% du budget de la commune, la piscine. Et c'est pas 200 000, mais on est plus près de 500 000, hein, parce que le nombre d'attractivités. Voilà. Dans le schéma, c'est vraiment un choix d'élus. Et merci aux élus d'être présents, merci aux élus de répondre à cette démarche. Et quand j'entends tout à l'heure que effectivement des maîtres nageurs sont pas assez payés, les conditions d'exercice sont importantes, variées, évolutives. Oui, effectivement, avec les personnes du ministère des Sports, j'ai eu la chance de participer depuis une vingtaine d'années. J'ai connu 13 ministres différents, entre parenthèses, et on a pu faire des choses et on a pu faire évoluer les choses. Oui, la CEP aujourd'hui, hier elle n'était que certificative sur la partie secours à personne. Aujourd'hui, on fait de l'aisance aquatique, information de l'aisance aquatique dans la CEP, mais il n'y a pas de PEDA. Et on n'est pas certificatif là-dessus. J'ai tendance à dire c'est les hommes qui font et c'est les hommes qui empêchent de faire. Oui, merci Madame Fontanillas, oui, merci les chevaubrières, Monsieur Pierre-Olivier, qui nous ont permis de faire évoluer ces textes. Nous, le terrain, on demande cette évolution, on demande cette pluridisciplinarité chez le maître nageur, et on le veut. Parce que faire de la surveillance pendant 6-8 heures, voire 10 heures, c'est pas possible. Donc là aussi, on verra à Monsieur Le Bihan, mais on ne peut pas mettre un maître nageur pendant 7-8 heures en surveillance. Ça n'existe pas. Le mec, il n'est pas efficace. Il attend qu'on vienne lui signaler qu'il y a un accident. Alors effectivement, on n'a pas de situation où on a des maîtres nageurs qui se retrouvent au tribunal pour incompétence ou pour non-efficacité dans le moment d'intervention. Parce que les maîtres nageurs, ils sont professionnels et ils veulent se former. Et dans l'idée, il n'y a pas de problème. Dans la formation d'un diplôme de maître nageur, aujourd'hui, c'est 600 heures, c'est 900 heures, c'est 1200 heures la formation, si on intègre la totalité des stages. Mais à la sortie, on n'empêchera pas un gars à 1200 balles, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un ministre de l'Éducation nationale qui nous dit que pour être enseignant aujourd'hui, c'est 2000 € net. Pourquoi on n'a pas un ministre des Sports, bon, je ne sais pas où elle est, mais elle sera là tout à l'heure, et merci à elle, ou un ministre de la fonction publique qui nous dit un maître nageur, c'est 2000 balles aussi net. C'est pas possible. On ne peut pas, à un moment donné, revendiquer des qualifications complémentaires, supplémentaires, une attractivité, une adaptabilité. Pendant des années, à un moment donné... Tu peux me tenir le micro, si vous voulez? Comment on reconnaît un maître nageur? On reconnaît un maître nageur parce qu'il a les mains et il pue des mains. Parce que le maître nageur, il est là en surveillance. Aujourd'hui, on n'en veut plus des comme ça. Mais on en a comme ça, des comme ça sur le terrain. Et il va falloir faire avec. Donc la formation, je l'entends, c'est formidable. 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 L'attractivité derrière mettre un mec en surveillance, c'est plus imaginable sur une longue durée. Enfin bon, je pourrais aller encore plus loin sur d'autres choses. Mais d'autant que le salaire, on devait en parler à la fin, hein, vous vous rappelez? D'accord, ok, j'en reviendrai à la fin alors. Vous reviendrez, promis. Non, c'était surtout sur le BNSSA, voilà, parce que vous m'avez questionné sur le BNSSA. Vous expliquez très bien que 6, 7, 8 heures, 10 heures de surveillance à la suite, c'est pas possible pour un MNS. Donc, quel rôle pour le BNSSA là-dedans, pour lui, peut-être alléger cette tâche-là? Le BNSSA, historiquement, on se rappelle, on est en 76, il y avait un petit jeune ministre de la Culture et du Tourisme qui s'appelait Chirac, et on crée le BNSSA pour répondre à une problématique du littoral. Une formation qui est faite sur... Ben non, il n'y a pas d'heure de formation dans le cadrage du diplôme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un BNSSA peut être fait sur 15 jours. Une semaine, il fait le PSE1, et puis une semaine... Enfin non, 2 jours. Il passe l'examen. Parce qu'un ancien nageur, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, un ancien nageur, il ne vient pas à BNSSA. Un ancien nageur, aujourd'hui, il est à la fac, un minimum. On a un ministre, un jour, qui nous a dit il faut 90% d'une tranche d'âge qui est le bac. C'était Jospin. Aujourd'hui, c'est formidable. Sauf que tout le monde veut aller à l'université, tout le monde veut aller chercher une licence. Et aujourd'hui, le goulot d'étranglement qu'on avait au niveau du bac, au niveau du diplôme de maître nageur, eh ben, il est au niveau des licences. Mais les BNSSA qui sont en dessous, pas de formation cadrée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec BNSSA? Je veux bien qu'il y ait des BNSSA qui rentrent dans les piscines. Je suis le premier à dire oui, ils peuvent.
Dans le domaine de la surveillance, ils peuvent acquérir des compétences. Il faut revoir le contenu de la formation, mais là, il y a le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère des Sports, travaille là-dessus. Et on peut arriver à construire quelque chose. Mais le BNSSA, aujourd'hui, quand il arrive, d'abord, c'est un emploi saisonnier. Durée de vie d'un BNSSA, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est 2-3 ans maximum. C'est-à-dire le temps qu'il finance ses études. Alors, il peut ponctuellement répondre à une problématique, le manque de maîtres nageurs, parce que l'attractivité de la profession ne se fait plus pour les raisons qu'on a évoquées précédemment et qu'on va rechercher une licence plutôt qu'un niveau bac. Mais aujourd'hui, laisser rentrer un BNSSA dans une piscine, moi, ça ne me pose aucun problème, sous réserve qu'on ait des quotas. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer qu'un BNSSA qui va remplacer le maître nageur qui se tape 3-4 week-ends par mois, 3-4 week-ends par mois, imaginez, vous, dans votre fonction, si on vous mettez comme contrainte d'être là le soir, les jours fériés, les week-ends, comment vous verriez la chose? Parce que le public, il est là à ces moments-là, donc il faut qu'on puisse être là quand le public, il est là. Sauf que la contrainte du travail, la contrainte de la vie de famille, aujourd'hui, grâce aux 35 heures, on est passé à d'autres envies. Puis alors, grâce au Covid, on est passé encore plus d'autres envies. Donc, oui, les BNSSA, mais avec des quotas. Donc, nous ne serions pas opposés que dans une piscine où il y a 2 maîtres nageurs, on puisse avoir un BNSSA pour faire les week-ends. Mais même maîtres nageurs, du coup, ils vont plus faire leurs 35 heures. Donc, comment ça va se passer pour eux? Parce qu'ils vont plus être payés, déjà ils ne sont pas payés grand-chose et ils ne vont pas avoir grand-chose. Donc effectivement, peut-être reconnaître l'acte d'enseignement, c'est une volonté importante. Aujourd'hui, un professeur de musique qui est embauché dans une collectivité, il va travailler 24 heures parce qu'on va imaginer qu'il a besoin de préparer ses cours. Pour un maître nageur, on n'imagine pas qu'il ait besoin de préparer ses cours. Parce que le maître nageur, il sait tout faire, il peut tout faire. Donc, à partir de là, la reconnaissance de l'attractivité du métier, elle passe par là. Le BNSSA, moi, ça ne me gêne pas aujourd'hui qu'un BNSSA se mette en surveillance scolaire si les maîtres nageurs sont en pédascolaire. Parce que si les maîtres nageurs ne sont pas en pédascolaire, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de supprimer les postes de maîtres nageurs. On a tous le constat que les maîtres nageurs sont nécessaires. Ils sont adaptables, modifiables, corséables, sauf qu'à un moment donné, ils vieillissent et ils en ont marre. Et donc là, ça devient la difficulté de la relation avec eux. Et la nécessité de formation, elle est là. Mais la formation, elle est volontariste. Elle n'est pas incitative, elle est volontariste. C'est-à-dire que s'il ne veut pas aller se former, on ne peut pas. Donc oui, des BNSSA en temps scolaire, je ne suis pas opposé. Mais voir des BNSSA dans certaines collectivités, comme voir des maîtres nageurs qui sont tout seuls dans une piscine estivale qui ouvrira que l'été, l'élu va lui dire tu viens, tu démarres à 8h avec les analyses, tu ouvres le public à 10h, tu fermes à 19h. Et puis, si le gars, il veut mettre nageur au BNSSA, se faire un peu de sous, faire un petit club ou faire de l'activité, ça se rajoute. Et puis, il est en congé le jour où il pleut. Donc, comment voulez-vous... Alors, oui, il va peut-être se faire 3 sous l'été. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit attendre la jurisprudence pour créer la loi, ou est-ce que c'est la loi qui doit définir les règles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre quelqu'un en surveillance pendant 10 heures, c'est du débile. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, nombreuses sont les collectivités qui vont vous dire on n'a pas de sous, on ne peut pas payer, on n'a pas de sous. Oui, on n'a pas de sous. C'est un choix politique, mais au sens politique, non pas politicien, mais au sens historique du mot organisation de la vie de la cité. Je peux m'arrêter si vous voulez, mais je reviendrai tout à l'heure. Juste un peu parce qu'il y a encore des personnes qu'on n'a pas entendues, mais on reviendra sur certaines des questions, notamment sur la reconnaissance de cet acte d'enseignement pour les MNS. Un petit mot côté UCPA et après avec vous pour Landis. Sylvain Bonneau, donc vous représentez l'UCPA, vous. BNSSA, MNS, comment vous gérez vous dans vos... Écoutez, merci beaucoup. Je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit, mais quelque chose de très très vrai qui a été dit au démarrage de la table ronde, c'est qu'effectivement les établissements aquatiques ont quand même beaucoup évolué dans les derniers temps et qu'il y a une véritable transversalité qui se crée dans l'établissement aquatique. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup aujourd'hui sur des complexes aqualudiques, on travaille avec beaucoup de relations entre les différentes filières sportives dans ces différents établissements. Je pense que ça, on a parlé des parcours de formation et de la formation dans la vie professionnelle et dans la continuité, dans la carrière finalement du MNS. Et je pense que nous, on le dit aussi avec une certaine force, qu'il y a besoin aujourd'hui d'organiser finalement la montée en compétences, l'acquisition de blocs de compétences différents au fur et à mesure de la carrière pour pouvoir donner des perspectives et pour pouvoir créer des passerelles entre les différentes filières sportives avec les activités terrestres, avec les activités de la forme, avec tout ce qui se passe finalement dans cet établissement aquatique ou aqualudique. Et c'est aussi très très lié à l'usage.
parce que ça reste quand même des équipements qui sont là pour délivrer une mission de service public. Il y a quand même deux grands axes. Il y a l'axe du savoir nager, qui est un axe de sécurité publique. Il y a l'axe également du loisir aquatique qu'il ne faut pas laisser de côté, parce qu'il y a un besoin essentiel de pouvoir pratiquer dans ces établissements de pouvoir accueillir la population sur des moments de vacances. On voit très bien les grands équipements sportifs dans les différents territoires qui, l'été, accueillent des milliers, enfin pour les très gros équipements, des milliers de personnes par jour qui n'ont pas accès aux vacances, etc. Donc ça, c'est quand même un point qui est absolument essentiel. Il faut pas le mettre de côté dans la mission qui est la mission générale de la filière, en fait. Je reviens plutôt à votre question, mais effectivement, nous aujourd'hui, on est assez favorable à ce qui vient d'être dit sur justement quel est le rôle du BNSSA aujourd'hui dans ce système-là. Le rôle du BNSSA aujourd'hui, nous on pense qu'il doit être plus positionné, plus professionnalisé, de manière à pouvoir lever le frein qui est le frein actuel, qui est un frein de production d'activité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous le savez tous, on a énormément de postes à pourvoir, hein, que ce soit chez les différents employeurs, que ce soit les employeurs du privé comme du CPA, ou c'est les employeurs du public avec un certain nombre de postes. Il y a beaucoup de communication sur le sujet, sur la pénurie, etc. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une difficulté de production d'activité. Ça crée finalement un manque de valorisation de l'acte d'enseignement du MNS. Parce que finalement, on se retrouve avec des MNS qui sont cadrés, entre guillemets, et essentiellement présents pour assurer la surveillance aquatique, puisque c'est ce qui permet d'ouvrir aussi, concrètement. Donc pour nous, ce n'est pas un gros mot que de dire que le BNSA doit avoir une force qui est plus importante dans le dispositif de surveillance, pour permettre finalement une meilleure application du parcours de formation. C'est vrai aussi si on remonte au niveau de la formation initiale, parce qu'on en parle beaucoup aussi sur la formation initiale, on a parlé du financement, mais nous aujourd'hui on est aussi formateurs. Il s'avère que l'UCPA est également organisme de formation et CFA. Et donc du coup, aujourd'hui, on est présent sur un certain nombre de territoires pour faire des formations. Et ce que l'on a comme constat du quotidien, le constat de tous les jours, c'est qu'en fait, on ouvre des sessions de formation qu'on est obligé de refermer parce qu'on n'a pas assez de candidats. C'est pas un problème de financement. Les financements sont trouvés. C'est un problème donc de notoriété de la formation elle-même, d'explication, de compréhension du métier, d'aller voir et de multiplier finalement les canaux de recrutement de ces candidats, non pas au métier, mais déjà à la formation. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on a un métier qui est connu d'une certaine population, qui est très méconnu d'une autre population. Et donc, du coup, il y a besoin de faire beaucoup de liens avec les filières universitaires, avec les filières professionnelles. Le BNSA peut aussi être une phase de préparation à l'entrée au MNS. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on a évidemment dans nos différents équipes et des collaborateurs UCPA qui sont BNSSA, qui sont MNS, on est prêt à former de manière très massive les BNSA vers le MNS. La difficulté qu'on a, c'est que pour aller vers une formation MNS initiale, le niveau d'entrée et le niveau de préqualification est quand même important et qu'on a besoin finalement peut-être d'avoir un parcours qui est un peu plus long pour pouvoir faire rentrer dans la formation. Et le BNSA peut être une des solutions apportées à cette problématique-là. Merci beaucoup. On parlera notamment de la promotion de ce métier cet après-midi dans la table ronde suivante. Comment le faire connaître au-delà des filières sportives, notamment. Stéphane Châtenay, je ne vous ai pas oublié, pardon, mais ça prend un peu de temps de venir jusqu'à vous. Président de Landis Bretagne, membre du CA de Landis. Votre position à vous sur ce qui vient d'être dit finalement. Est-ce que ce BNSSA n'est pas la porte d'entrée avant de former plus et différemment pour arriver au métier de maître nageur? Alors oui, c'est quelque chose que l'on porte à condition surtout que le MNS soit ce qu'on disait autrefois, c'est-à-dire qu'il faut enseigner pour sauver et on a besoin d'enseignants, donc de toute façon on aura toujours besoin des MNS. Le BNSSA viendra en renfort pour permettre au MNS de poursuivre sa carrière, d'intégrer ce qu'il a envie dedans. Parce que ce que j'entends pas encore pour l'instant, c'est 3 mots: la passion, le sens de la profession, et un autre pilier qui serait aussi le vécu. C'est-à-dire qu'autrefois, les maîtres nageurs étaient des gens qui connaissaient la natation. Aujourd'hui, on a un flou sur ça, et même moi, sur mes agents, je leur disais encore hier, je ne suis pas capable d'évaluer ce que vous savez réellement faire en termes de compétences par moi-même en vous regardant au bord du bassin.
quand j'y vais, quand j'ai le temps. Voilà, donc c'est un vrai problème, mais on a besoin aujourd'hui du BNSSA pour renforcer nos équipes de manière continue et permanente, en autonomie, c'est sûr, avec un vrai contenu de formation sur la sécurité et sur la surveillance. Je suis passé par tous les cadres que mon collègue a nommés, c'est-à-dire les 10 heures de surveillance, seul, au bord du bassin. Donc je comprends parfaitement tout ça. Et il est vrai qu'il faut un cadre qui doit être national pour que les gens aient envie de venir dans nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, s'ils viennent et qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de sens et qu'ils sont pressurisés et que leurs appétences ne sont pas satisfaites, ils ne vont pas rester. Quand vous dites cadre, c'est statut ? C'est à la fois le statut de la fonction publique, mais ça va plus loin, ça va dans la définition même du métier. Qu'est-ce qu'un maître nageur aujourd'hui? C'est quelqu'un qui, a priori, sait apprendre à nager, sait transmettre, mais aussi sait encadrer, apporter du bien-être aux populations qu'on a, et des compétences qui sont quand même très très vastes. Moi, j'en reconnais que je me suis formé tout au long de ma vie. C'est pas en 600 heures ou en 1200 heures qu'on fera un enseignant avec un tel niveau de polyvalence. Quand je vois le nombre de compétences qu'il faut avoir entre les bébés, le 3e âge, voire le 4e âge aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère des gens qui ont 100 ans qui viennent à la piscine? Voilà, donc on est confronté à des évolutions de métier. Je m'aperçois aussi que la filière catégorie B de la fonction publique territoriale, en fonction de la filière culturelle en particulier, a un bel exemple de temps libre pour se former par rapport aux enseignants d'art plastique ou de musique. Hein. Mon Dieu, j'ai loupé le coche. Hein, on a tous loupé le virage, en fait. Donc voilà, pour ce qui est de la fonction publique, moi j'y suis rentré parce que il y avait que ça à l'époque, hein, il n'y avait pas de DSP quasiment, enfin bon, et pour être maître nageur, il fallait être fonctionnaire territorial. Donc je l'ai fait, j'ai passé les concours, mais grâce au concours, j'ai pu avoir une très grosse formation, puisqu'on avait 6 mois à l'époque de formation avant et après. Et donc ça aussi, c'est du contenu, c'est des savoirs qui permettent à celui qui est entré d'avoir de l'appétence et de savoir où se diriger et vers quoi il aimerait aller. Parce que ce qui est important aussi, c'est de dire au maître nageur, voilà, tu es rentré, ou au BNSSA, tu rentres, et il y a un parcours derrière. Et en fonction de ce que toi tu aimes, tu pourras aller vers les choses et tu pourras te nourrir dans nos filières, mais pouvoir changer de filière aussi. C'est un travail qu'il faut proposer et offrir dans un métier. Je pense que c'est ça qui est un petit peu qui est porté. Voilà. On n'a pas encore entendu Rémi Lourdel, encore pour les salariés pour la CFDT. Réaction à ce qui a été dit, vous ne vouliez pas trop évoquer la formation, je crois, mais là on va au-delà. La reconnaissance du métier d'enseignement, ce statut aussi, cette valorisation finalement du maître nageur. Ouais, après, bon, je suis syndicaliste, donc l'attractivité, la valorisation, elle va aussi par la rémunération, par la reconnaissance du temps de travail. Nous, la CFDT, donc on est majoritaire dans la branche du sport, donc on parlait de délégation de service public, c'est bien, ça fait la transition. On a notamment des salariés de la filière chez Vermarine, à l'UCPA bien sûr. Nous, au niveau de la convention collective, on axe nos revendications sur 2 points. Déjà par rapport à la bonne classification, et la bonne classification, ça fait la juste rémunération. Et sur la reconnaissance, comme tu as pu en parler tout à l'heure, de la reconnaissance du temps de travail, notamment du temps de préparation des séances pédagogiques. Sur la bonne classification, c'est simple, hein, quand j'ai préparé, alors je ne vais pas intervenir ce matin, mais j'ai discuté avec un de mes adhérents qui m'expliquait, Rémi, c'est simple en fait, moi, mon métier, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est que je suis classé en groupe 3 de la Convention collective nationale du sport, je suis MNS. Dans ma formation, on m'a appris que j'avais sous ma responsabilité des BNSSA. Les BNSSA, ils sont aussi en groupe 3. Donc ils sont sous ma responsabilité, je suis responsable d'eux, mais je gagne la même chose qu'eux. Donc est-ce que c'est normal? Et là, nous, en entreprise, on va avoir cette revendication-là. Ça, on ne va pas l'avoir au niveau de la branche professionnelle, c'est pas notre rôle, mais c'est en entreprise, c'est avoir une bonne classification et que cette classification soit juste et donc qu'il y ait la rémunération qui soit adaptée aussi. Parce que donc, au niveau de la convention collective, on classifie en fonction de l'autonomie, la technicité et la responsabilité. Cette responsabilité-là, à partir du moment où on a du personnel sous sa responsabilité, on doit avoir une rémunération qui soit supérieure. Au niveau aussi de la rémunération, c'est la juste
codification du temps de travail. Alors, on est en discussion depuis quelques années avec le Cosmos notamment, vu qu'ils sont majoritaires de leur côté au niveau employeur, pour faire reconnaître en temps de travail effectif le temps de préparation du face-à-face pédagogique. Alors, ça ne concerne pas que les MNS, hein, ça concerne toute la filière d'éducation sportive. Mais pour nous, en fait, c'est de la logique. Hein, c'est de la logique. Quand on va animer une séance d'aquagym, quand on va faire une séance d'enseignement à la natation, il faut que le professionnel en fait, puisse préparer sa séance. À partir du moment où il prépare sa séance, c'est du temps de travail. Et donc, ça doit être rémunéré. Et donc, nous, notre objectif, c'est de pouvoir, que les salariés puissent opposer à leur employeur, en fait, que dans la convention collective est marqué que le temps de face-à-face pédagogique est du temps de travail, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci pour ces précisions. Rapidement, Gilles, vous pouvez intervenir sur ce point et sur le statut aussi qui... C'est toute la problématique aujourd'hui, la classification d'un maître nageur. On veut qu'il soit plus, et on lui demande d'être plus. Et sur le terrain, il est plus. Mais d'un autre côté, la rémunération, elle est stagnante. Stagnante, non, je dis pas moi, je dis stagnante. Plus ça va, moins Alors, qui peut intervenir ? Est-ce que c'est le ministère des Sports, le ministère de la fonction publique territoriale? Est-ce que c'est les employeurs privés qui spontanément... Il y a des maîtres nageurs qui font jusqu'à 35 heures de cours par semaine d'aquagym. Essayez d'en faire 35 heures, vous verrez. Mais ceux-là, ils sont propriétaires de leur centre. Et c'est gling-gling pour eux. Et eux, là, il n'y a pas de problème. Et c'est une durée déterminée. Il y a une usure du maître nageur au bout d'un moment. Donc, il lui faut une polyvalence, il lui faut pouvoir faire plein de choses. Ces plein de choses, il faut qu'elles soient reconnues. Et à un moment donné, dans la notion d'attractivité, on ne pourra pas passer sans se poser la question, qu'est-ce qu'on veut des maîtres nageurs ? Aujourd'hui, on a à peu près 14 500 cartes professionnelles à jour, dixit ministère des Sports, opérationnelles. Il y en a à peu près 1200, 1300 tous les ans des nouveaux maîtres nageurs qui arrivent, mais il y a une perte régulière. Le BNSSA, il arrive, il a 18 ans, son objectif c'est de faire 3 sous pendant l'été plutôt qu'aller pousser des caddies en supermarché ou à 4 heures du matin remplir les rayons. Il va avoir un boulot plus sympa, mais à un moment donné, ce BNSSA, il n'est pas fait pour rester dans la piscine. On ne peut pas construire sur un BNSSA. On peut construire sur un BNSSA qui va venir dans une piscine en disant « Ok, on a un plan de formation pour toi. On sait que dans les... On va dire la durée de vie de son diplôme, c'est 5 ans. Et bien que l'employeur, dans les 5 ans, lui fasse une proposition qui devienne maître nageur dans les 5 ans. Qu'on associe la présence des BNSSA dans les piscines à un plan de formation et un plan de diplôme. Je vais faire mon ingénue, ma naïve. Qu'est-ce qui empêche ça d'être une première étape avant de se former autrement et d'avoir cette panoplie de compétences que vous parlez. Je vais répondre très simplement, puis rapidement, la parole à d'autres. Châtenay. Je disais que j'étais depuis une vingtaine d'années représentant de ma fédération dans la relation avec les ministères. Ça fait très longtemps, depuis la négociation de la convention collective du sport, que les employeurs et les salariés ne se sont pas réunis. Ça fait presque, je ne vais pas dire 20 ans, mais presque, ça fait 20 ans qu'on n'est pas là, qu'on ne s'est pas vu. Voilà. C'est tout. Chacun est dans son monde, chacun est dans son intérêt, et chacun est dans l'intérêt du moins 10 ans. Stéphane Châtenay, pour l'Ondis. Oui, je crois que il est évident que la principale attractivité aujourd'hui, c'est le salaire. Aujourd'hui, il y a 5-6 ans, moi, il me demandait du temps. Donc on voit bien qu'il y a une évolution aussi, et il faut aller plus loin que ça, peut-être. Il faut quelque chose qui permette aux gens de dire « j'aurai du temps de vivre », parce que les jeunes, quand ils viennent travailler aujourd'hui, même s'ils sont maîtres nageurs, moi, ils préfèrent être à 80% qu'à 100%, parce qu'ils font autre chose à côté, et cette richesse à côté, elle va nous apporter quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment vital. Donc le salaire, ça c'est une chose, et puis tout ce que j'ai entendu, moi, me va très bien, mais on peut aller plus loin. Alors il y a un décalage entre la Convention du sport et la fonction publique territoriale, et le statut. Oui, pour que le BNSSA ait une formation, il rentre avec un pied, avec un avenir pas usé. Et puis je vais vous dire un truc, c'est que moi les maîtres nageurs, il y en aura toujours, parce que s'il n'y a plus de maîtres nageurs, il n'y aura plus personne dans les piscines, puisque plus personne ne saura nager. Donc soyons réalistes, le maître nageur est le pilier du fonctionnement du savoir nager, et de la sécurité de nos fonctionnements sur les plages, et du savoir nager, c'est vital. Enfin, c'est une carte d'entrée comme le permis de conduire aujourd'hui.
c'est très important pour les enfants. Pour certains métiers, il faut savoir nager. Hein, il y a pas mal de métiers dans la fonction publique, entre autres. Partout, on peut avoir besoin de ça. Même l'agent d'entretien, s'il ne sait pas nager, il y a un risque de le faire travailler au bord du bassin. Donc les maîtres nageurs sont les piliers. Mais ils n'ont pas la capacité à passer de la surveillance à l'enseignement, de la surveillance à l'enseignement au cours d'aquagym, en 5 minutes tout le temps. Donc il faut du temps, et il faut aussi du temps d'échange, parce qu'ensemble, dans un établissement, ils construiront leurs compétences, ils construiront leur savoir, et ils construiront le projet d'établissement. Donc il faut des règles générales qui permettra à un jeune de voir que c'est un vrai métier. Si c'est des règles que locales, dans chaque piscine, en concurrence, comme on est actuellement, on met en danger la profession, parce que il y en a un qui travaille... pourquoi tu ne vas pas là-bas? Il fait 5 heures de moins de travail par semaine. Ah oui, mais il y a tel problème là-bas, donc je ne vais pas là-bas. Enfin, on ne peut pas évaluer comme ça les choses. Donc il faut construire. Et là, on est là pour construire, donc ça, c'est parfait, tout simplement. Merci. Rapidement, sur l'un ou l'autre, je vous rappelle que Cosmos UCPA, normalement, vous êtes une seule personne. Alors, vous décidez qui doit parler. Je réagis quand même rapidement sur la question des rémunérations et plus globalement sur la question du dialogue social. Moi, je vais parler du secteur privé. Je suis légitime à le faire. Je ne suis pas du tout légitime pour le faire sur la fonction publique territoriale. Quand j'entends qu'on se voit pas, on se réunit pas depuis 20 ans, c'est un peu surprenant puisque alors Rémi qui est présent pour la CFDT pourra peut-être en témoigner, mais notre convention collective est jeune, elle date de 2006. On se réunit à peu près une centaine de fois par an dans le cadre de réunions de dialogue social paritaire sur différents sujets, dont celui évidemment des rémunérations. Nous avons signé ensemble avec la CFDT, la CGT et la troisième organisation syndicale de la branche 180 accords en 20 ans. Et récemment, évidemment, pour tenir compte de ces problématiques de revalorisation de salaire dans un contexte économique qui est évidemment extrêmement compliqué, que ce soit pour les professionnels, mais aussi pour les structures qu'on représente. Il n'en reste pas moins qu'en responsabilité, on a procédé à 3 signatures en 1 an d'avenants qui ont trait à la rémunération et qui ont pour effet d'augmenter cette rémunération minimum prévue par la Convention. Évidemment, les structures de la branche et la plupart le font, peuvent aller au-delà, mais une augmentation donc du salaire minimum des classifications groupe 3, 4, qui sont celles qui sont souvent occupées par les MNS, de 10% en 1 an. Donc, et dont certaines rémunérations et augmentations qui sont en cours, qui vont intervenir dans les prochaines semaines, et une dernière au 1er juillet. Et évidemment, ce dialogue continue à être nourri, on est constructif, on a la volonté de l'être et d'être responsable, et ces discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines, prochains mois, pour potentiellement aboutir à de nouvelles dispositions, notamment autour des salaires. Merci pour cette précision. Un demi-mot, hein. J'ai raison. Juste un demi-mot, mais c'est parce que on n'a pas vraiment répondu à la question que vous posiez tout à l'heure, qui était de dire mais qu'est-ce qui empêche finalement de le faire? Et je pense qu'il y a un des sujets qui n'a pas beaucoup encore été abordé, c'est l'harmonisation du cadre réglementaire aussi et de l'application du cadre réglementaire en fonction des territoires, des régions, où on sait que aujourd'hui c'est difficile. La simplification entre guillemets administratif de l'aspect formation déjà, mais aussi de l'aspect métier, de la qualification des BNSSA et des MNS sur les différentes périodes, et la capacité à autonomiser la surveillance également sur la partie BNSSA pour pouvoir justement travailler sur le temps du MNS, parce que je pense qu'effectivement l'attractivité de la fonction MNS et le sujet, et l'accès à la fonction MNS a besoin d'être diversifié par le biais de plusieurs canaux pour éviter d'être dans le canal un peu unique qu'on a aujourd'hui sur la formation initiale, et qui ensuite nous amène un peu à un bouchon qui est le bouchon qu'on a tous aujourd'hui. Je vais vous laisser passer le micro à Noël Chenot sur la partie collectivité, parce qu'on a évoqué ce salaire côté secteur privé. Je vous laisse réagir là-dessus et sur la façon d'utiliser, même si j'ai pas le mot, les BNSSA, notamment l'été chez vous sur le littoral. Alors, pour la rémunération, nous, c'est assez simplifié dans le sens où c'est de la fonction publique, donc ils rentrent dans un cadre réglementaire et ils ne sont pas moins bien ou mieux payés que le cadre dans lequel ils sont. Après, est-ce qu'ils sont dans la bonne catégorie ou pas? Je ne vais pas me prononcer aujourd'hui, d'autres personnes le font mieux que moi. Donc aujourd'hui, nous, ce cadre-là, il est respecté, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on demande à un maître nageur, nous, collectivité
collectivité. Donc, qu'est-ce qu'on demande à la collectivité qui ouvre une piscine? Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'apprendre à nager à nos enfants. Sauf qu'en fait, le sport et l'apprentissage de la natation, c'est ce qui est le moins rémunérateur dans une piscine. Il faut être très clair. Un enfant qui rentre dans une piscine coûte à la collectivité et rien aux familles. Et c'est ce qu'on nous demande en premier. Or, effectivement, la diversification du métier nous amène à proposer des activités qui, elles, sont rémunératrices et qui font abaisser ce fameux déficit dans les collectivités. À quoi j'arrive? C'est où est l'État pour les collectivités pour nous aider à améliorer le confort et le cadre salarial de ces personnels? Parce que l'État nous demande de faire 100% d'enfants qui sachent nager avant la 6e. Et nous, en face, en fait, on le fait gracieusement. Parce que l'éducation nationale, ça rentre dans ses obligations, mais l'éducation nationale ne donne pas 1 centime aux collectivités ou aux piscines ou aux employeurs pour faire bénéficier de ce service-là. Donc ça, c'est une question que les collectivités demandent. C'est que là, aujourd'hui, il y a l'énergie, mais si en plus on augmente les salaires, quand on voit que certaines piscines ont fermé, jusqu'où on peut nous pousser pour... Voilà. Donc là, on a besoin absolument que l'État nous soutienne. Est-ce que ça doit être dans une aide financière via le sport scolaire? Je ne sais pas. C'est une solution ou pas. L'autre biais, c'est qu'effectivement, et là, ça nous pose souci, c'est que les piscines... Donc on a 5 piscines sur notre agglomération, 4 en régie et 1 en DSP. Les 4 en régie, effectivement, on a un coût inférieur de déficit parce qu'on mutualise les services, entre autres au niveau technique, ce qui nous fait ces gains de productivité. Par contre, celle qui est en DSP, aujourd'hui, on renouvelle la DSP sur notre secteur. Qu'est-ce que demandent les services, les employeurs privés, les Vermarine et autres, Equalia pour en citer d'autres, aujourd'hui, c'est que les maîtres nageurs puissent faire leur métier privé d'apprentissage dans nos piscines publiques. Ben non, parce que là on va avoir un vrai problème. On va avoir des maîtres nageurs sous cadre public qui eux doivent faire leur boulot comme n'importe quel fonctionnaire et rend un service public. Et puis dans une piscine publique qui est en DSP, en délégation de service public, on va proposer effectivement qu'un maître nageur puisse prendre une ligne d'eau ou un bout de piscine et faire son propre cours. Et effectivement, il améliorera sa rémunération. Mais sur le dos, encore une fois, de la collectivité, qui, elle, paye un fonctionnement de piscine excessif. Est-ce que c'est là vers ça qu'il faut aller? Je ne pense pas. Et on parle effectivement d'un cadre réglementaire. Pour le coup, il paraîtrait, mais là je ne m'avance pas parce que je ne le sais pas, que ça commence à se reproduire à nouveau dans certains secteurs et qu'effectivement, quand on a une mixité régie DSP sur un même territoire, là il faut absolument que le cadre soit clair. Nous, on va l'imposer parce qu'on est une collectivité et on est assez important, mais est-ce que des petites communes qui sont acculées de partir en DSP parce qu'elles ne peuvent pas plus payer leur piscine n'auront pas le choix de se sentir imposées sur ça? Et qui va payer au bout du compte? Encore une fois, c'est celui qui va rentrer dans la piscine et qui n'aura pas le choix parce que le prix, nous, on va lui faire payer l'entrée, puis il faudra qu'il repaye son maître nageur et puis ceci et puis cela. C'est pas possible, quoi. À un moment, je pense que c'est là où il va vraiment falloir un cadre réglementaire sur l'ensemble du territoire. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Merci Catherine Léonidas en réaction, et puis Pierre-Alexis, et puis Rémi. Je voulais revenir sur l'éducation nationale, parce que c'est assez complexe les relations avec l'éducation nationale. Alors j'adhère au fait que l'éducation nationale, pour quoi que ce soit, ne donne jamais 1 centime. Et c'est toujours les collectivités qui... Et c'est notre mission en même temps, mais parfois ça serait bien d'avoir... Et au-delà de ça, et notamment en natation scolaire, c'est quand même assez complexe. C'est-à-dire que je crois que là, il y a vraiment un travail à faire entre les maîtres nageurs et les demandes de l'éducation nationale, parce que ce ne sont pas les mêmes. En fait, je vais caricaturer un peu, mais nos enseignants amènent... alors, chez moi, c'est les CP, les CE1 et les CM1, donc on a 3... Voilà. Mais en fait, ce qu'on nous dit, on ne leur apprend pas vraiment à nager. On n'est pas là pour leur apprendre à nager. Et ça, c'est compliqué. Puisqu'après, on fait le constat qu'en arrivant en 6e, 45% des enfants ne savent pas nager, ce qui est une réalité nationale, avec des modulations territoriales.
Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet à travailler sur la demande du savoir nager, de l'éducation nationale, et puisque nos maîtres nageurs peuvent mettre en œuvre pour que vraiment les enfants apprennent à nager. Il y a vraiment des freins. Enfin, je les connais bien parce que c'était mon boulot aussi dans une vie précédente, et ça freine l'apprentissage. Voilà, c'était un message que j'ai l'occasion de passer. Et juste par rapport aux leçons privées, alors nous on a mis en place des leçons privées sur nos 3 établissements. On a mis un quota hebdomadaire, c'est-à-dire c'est 5 heures par semaine. C'est sur des tranches horaires que nous définissons selon le planning de nos piscines et avec une redevance par enfant et par séance. Et en termes d'attractivité, il y a quand même... parce que ce qu'il faut savoir, enfin, sur mon territoire, il y a une demande énorme. C'est des centaines et des centaines d'enfants, de familles qui attendent puisque justement avec l'éducation nationale c'est pas tout à fait ça, eh bien ils ont une demande privée et donc on l'a mis en place et ça fonctionne très bien et je vous assure qu'il y a des centaines d'enfants qui sont en demande. Merci pour cette précision. Pierre-Alexis, pour la direction des sports du ministère. Non, c'était juste pour dire que c'est vrai qu'il y a cet enjeu. Alors, il y a beaucoup de choses qui étaient dites. Alors, il y a une transition après derrière, mais c'est vrai que au-delà des aspects de financement, il y a eu une mobilisation, hein, notamment, on parlait de l'aisance aquatique, qui a été financée notamment par l'Agence nationale du sport, hein, avec des appels à projets sur le savoir nager aussi. Donc, il y a une mobilisation assez forte pour financer l'apprentissage et la lutte contre les noyades. Donc ça, c'est très important de le préciser, puisque voilà, l'État a pu répondre au rendez-vous là-dessus, et c'est important de l'avoir aussi, même si évidemment, il y a une grande mobilisation et une collaboration évidente avec les collectivités, avec les clubs, avec les associations, dans lequel, voilà, il faut vraiment qu'on ait cette convergence là-dessus. Et je pense qu'après, voilà, il y a des choses, on le voit, qui dépendent des échanges qui peuvent y avoir avec la branche. Il y a des conventions, il y a des choses qui doivent être réfléchies. Je sais que par la suite, il y a des points qui doivent être évoqués, notamment par la Direction générale des collectivités locales. Donc il y aura peut-être des éléments aussi là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de global, et c'est vrai qu'on peut pas, on parle de perspective, on parle d'intérêt finalement pour le métier. Je rappelle ce que Antoine Pavageau avait dit Mathieu Pavageau, pardon, pour l'ANACT, en propos introductif, il fallait donner des perspectives. On réfléchit, Romain, tu l'évoquais sur les blocs de compétences et compétences élargies, la diversité, ça permet de faire plus d'emplois, d'être un petit peu polyvalent aussi, ça permet d'occuper des nouvelles fonctions, de donner de l'intérêt, de donner du sens, de se sentir utile. On le disait, voilà, le métier de maître nageur est un métier merveilleux parce qu'on donne du sens, on sauve des vies, on apprend plein de choses à plein de gens, à un public très diversifié. Et donc voilà, il faut qu'on réponde présent donc, sur les certifications, il y a des réflexions sur les blocs de compétences, et puis aussi de manière plus collective, parce que tout n'est pas à la main de la direction des sports, mais de pouvoir avoir cette convergence, et c'est un petit peu aussi l'état d'esprit de ces états généraux qui rassemblent un ensemble extrêmement large d'acteurs publics, privés, pour améliorer la situation qui présente encore des perfectibilités. Merci beaucoup. Un mot, et puis après je reviens vers Bertrand Achard sur le décloisonnement des filières qui peut être important pour l'évolution de carrière. Tous les deux rapidement. Très rapide. C'est juste par rapport à ce qu'avait pu dire Gilles tout à l'heure sur, peut-être qu'il y a une impression extérieure que les partenaires sociaux ne s'emparent pas de la question de la filière. C'est juste parce qu'on a une convention collective qui a été construite, notamment au niveau des classifications, sur des compétences et non sur des filières. Il y a d'autres conventions collectives qui donnent une rémunération minimale par métier ou par diplôme. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. Si on avait dû le faire, ce serait vraiment une liste à la Prévert. Alors je ne sais pas, Pierre-Alexis, à combien on est de diplômes actuellement en Code du sport, à l'annexe 2. À une époque, il y en avait 1047, il me semble, donc il aurait fallu prévoir 1047 rémunérations minimales dans la branche, ce qui est totalement inenvisageable. Donc c'était juste, c'est pas qu'on ne s'occupe pas de la filière, c'est qu'on réfléchit dans la globalité de métiers d'éducateur sportif, notamment, et non pas par métier. Merci beaucoup. Alors simplement parce que le micro passe, on cherchait comment faire pour trouver. En 91, on a eu un décret qui a créé le POS. En 98, on a eu un arrêté qui a créé la mise en place du POS. En 2002, on a eu une circulaire qui rend fonctionnel le POS. Mais depuis 2002, il n'y a plus rien eu. Donc effectivement, appuyons-nous peut-être sur le POS 2 que l'on attend, avec les contraintes et les difficultés pour faire rentrer les BNSSA peut-être, pour améliorer les conditions de travail,
Certainement. On peut aujourd'hui, dans le poste, rajouter des modules. Hein, il y en a 4. On peut rajouter un 5e qui définit les obligations, les nécessités et les attentes. Hein, vous vouliez du concret. Maintenant, pour faire rentrer le poste, monsieur le ministère des Sports, c'est à vous de le rentrer. Et trouver les solutions rapidement, parce que le prochain ministre, ça sera mon 14e. C'est pas tout de suite, quand même. Voilà. Oui. Je voulais juste citer un exemple qu'on a mis en place grâce à un ami Castret qui est aux États-Unis maintenant, qui était directeur de la piscine sur Castres. Et j'ai fait la même chose dans notre piscine. On a aujourd'hui la possibilité de faire des leçons. Elles sont faites en heures complémentaires ou heures supplémentaires suivant le taux de temps de rémunération d'emploi de la personne. Et en gros, ils font des cours qui sont payés à la collectivité et ils sont rémunérés sur la base de 1 heure de travail et 2 heures de salaire. Tout simplement, ce qui rend attractif un petit peu le fonctionnement et qui rentre dans le cadre juridique sans aucun problème. Merci beaucoup pour ces petites pistes. Je vais donner la parole à Bertrand, qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure. Alors, on a beaucoup parlé de salaire, de formation. Un petit mot sur cette évolution. On se dit qu'il faut qu'il y ait des perspectives. Il faut peut-être aussi arriver à passer d'une filière à l'autre, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et les collectivités, pour le moment, c'est un peu compliqué. Et vous allez peut-être aider à ça ? Alors, tout à fait, je voudrais quand même dire qu'on entend beaucoup de choses effectivement sur la tension dans cette filière aquatique. Globalement, il y a un sujet sur tous les métiers de lien social. Filière animation, secrétaire de mairie, filière sociale, médico-sociale, il y a un sujet effectivement de statut, de conditions de travail, de conditions de rémunération qu'on a bien vu ici pointer. Alors, la fonction publique, ça a été dit tout à l'heure par madame, offre cette chance aux agents de parcours non seulement dans leur filière, là en l'espèce la filière sportive, mais également vers d'autres filières. Donc c'est une démarche personnelle d'un agent que de décider à un moment donné d'une transition professionnelle. Et donc au CNFPT, on a toute une offre de formation justement sur ce volet-là. Donc pour permettre à des agents, pas seulement dans des situations délicates, contraintes pour eux, par exemple d'aléas de santé, de faire le choix professionnel d'aller vers une autre filière. Alors, naturellement, si des maîtres nageurs vont vers d'autres filières, on va aggraver la problématique. Mais je pense que c'est important. Peut être le cas d'autres filières qui viennent chez les maîtres nageurs. Tout à fait. Hein. Alors c'est important quand même pour l'attractivité du métier de dire que quand on est recruté dans une collectivité territoriale, alors certes, on passe un concours, on est dans une filière, mais on a de larges possibilités, alors notamment par la formation. Donc je voudrais saluer les collectivités locales qui consacrent un effort important à la formation, donc par une cotisation obligatoire, mais aussi par des moyens qu'elles prévoient dans leur budget. On a d'énormes possibilités d'accompagnement des agents. Et tout nous montre qu'on va aller vers davantage d'accompagnement individuel, davantage de besoin de rendre formels les bilans de parcours professionnels. Et donc je pense qu'il faut envoyer un signe à la filière aquatique en la matière. Quand on est recruté comme maître nageur, certes, on peut avoir un parcours dans la filière aquatique, mais aussi on peut avoir un parcours dans la collectivité qui est très très riche. Et je ne pense pas exclusivement aux fonctions d'encadrement. Effectivement, on peut être manager dans la filière aquatique, on peut être manager dans d'autres filières, mais il y a des passerelles qui sont possibles. Il faut simplement effectivement qu'on investisse davantage dans les plans individuels de compétences des agents pour réussir ces transitions. Il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit, c'est cet exemple que vous souhaitiez partager avec le monde de la culture, où vous avez justement travaillé sur les différents métiers et les passerelles les uns avec les autres, quelque chose qui est du même style, qui est possible pour les métiers du sport. Oui, alors on a passé une convention, le CNFPT a passé une convention avec le ministère de la Culture, donc là sur une préoccupation qui était plutôt celle de l'évolution de ces métiers, notamment du fait de la transition numérique. Donc à partir du moment où effectivement on s'est centré sur ces métiers-là, eh ben, on a su d'abord mieux connaître les agents qui occupent ces métiers et faire un travail beaucoup plus fin sur le référentiel de leurs compétences et leur donner à eux aussi des perspectives d'évolution professionnelle. Donc moi je suis convaincu, je voudrais avoir une note d'optimisme très forte aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut réussir la même chose sur la filière aquatique. Donc en portant attention à ce que sont les aspirations de ces agents, à ce qui fait sens pour eux aujourd'hui. Donc beaucoup de choses ont été dites.
Je voudrais aussi vous signaler, donc c'est une première réponse aux besoins de recrutement, que le CNFPT a une compétence, donc là aussi grâce au financement des collectivités locales et de l'État, a une compétence de financement de l'apprentissage. Donc je vais vous donner les chiffres. On avait à peu près une cinquantaine d'apprentis pour devenir maître nageur en 2020. En 2022, on a doublé ce chiffre. Donc une centaine d'agents sont rentrés en contrat d'apprentissage dans les collectivités pour devenir maître nageur. Et le CNFPT, très concrètement, prend en charge la totalité des frais pédagogiques de formation. Donc on voit bien qu'il y a des moyens à mobiliser par la formation pour apporter des réponses aux préoccupations qui ont été exprimées aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce point. Et effectivement, l'apprentissage pourrait être un complément éventuellement à ces manques et à ces besoins qu'on a bien entendus. À propos d'apprentissage, il y a le maître d'apprentissage aussi, dont on doit dire que quand il encadre un apprenant, eh bien, il faut qu'il y ait une reconnaissance à ce niveau-là aussi. J'ai quelques réflexions là-dessus sur, on a accueilli des apprentis ou des stagiaires, et c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments rémunérateurs, un peu plus maintenant qu'il y a le RIFSIP, mais c'est difficile. Le droit de tirage cette année sur l'apprentissage de CNFPT, c'est 10 000 apprentis. Donc sur 10 000 apprentis, fixons-nous l'objectif qu'on aille encore plus loin s'agissant des maîtres nageurs. Merci beaucoup à toutes et tous. Je crois qu'on a fini le tour de table. Tout le monde a suffisamment parlé. Oui. On va ouvrir les questions, parce que vous en avez encore sans doute. Le grand témoin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut? Mathieu, est-ce que vous voulez venir nous dire ce que vous avez ressenti maintenant, ou est-ce qu'on prend quelques questions pendant qu'on est dans le show et qu'après on aura peut-être aussi des questions pour vous? Alors, questions-réponses avec la salle pour nos différents intervenants. Vous vous présentez et puis vous posez votre question, ou en tout cas votre réflexion. Merci. Bonjour, Serge Lucas, donc en 10 et ancien directeur d'une piscine sport-loisirs en Bretagne, précisément à Cesson-Sévigné. Et au niveau de l'attractivité en ce qui concerne nos éducateurs, lorsqu'on dirige un centre aquatique, comme j'ai pu le diriger pendant 20 ans, et pour conserver ces éducateurs, il faut être attractif, leur proposer une attractivité. Et ce qui avait été mis en place, c'est que les éducateurs, en fin de compte, intervenaient sur le champ aquatique et terrestre par le biais de leurs compétences. C'est-à-dire que durant les vacances scolaires, ils pouvaient faire des stages multisports. En semaine, ils pouvaient encadrer des activités sportives en stade, en salle ou en complexe de remise en forme. Ce qui était un élément, un pivot qui nous permettait de conserver nos éducateurs. Autre point, je reviens sur les BNSSA. Pendant 20 ans, oui, j'ai utilisé des BNSSA. Pourquoi? Tout simplement pour alléger au niveau de la planification le roulement des week-ends, des soirées, des jours fériés et des vacances scolaires, pour que nos éducateurs puissent bénéficier de ces vacances. C'était assujetti à une autorisation de la préfecture, une dérogation, tout à fait. Et ce qui permettait donc d'avoir sur les week-ends, les vacances, des éducateurs titulaires avec des BNSSA, ce qui allégeait effectivement les roulements. Et au niveau de la planification, c'était beaucoup plus simple. Et lorsque vous aviez du personnel absent, eh bien, c'était plus facile de délocaliser un éducateur qui était en surveillance, on le replaçait en surveillance, et un BNSSA venait donc assurer la surveillance. Voilà. Merci. C'est une réflexion, pas vraiment une question, mais merci pour ce témoignage. Allez-y, monsieur. Bonjour, donc monsieur Alad, responsable du pôle aquatique d'Amiens Métropole et représentant pour France Urbaine, donc Amiens Métropole de l'ensemble des piscines. Donc on parle de l'attractivité des maîtres nageurs, donc effectivement, mais pour rendre le métier attractif, je pense qu'il faut d'abord définir le rôle du maître nageur dans son ensemble, puisque on a parlé de la formation. On a tous, je pense que la grande majorité des personnes ici sont maîtres nageurs, sont BESAN, les plus jeunes sont BPGEPS-AN. On a vu notre métier évoluer au fil des ans. Je viens d'une région, la Picardie en l'occurrence, où il y a eu un monsieur qui a été éminemment important pour la natation française, puisque c'est Claude Fauquet, et il a été d'ailleurs directeur adjoint ici à l'INSEP.
Donc la formation dans les années 90 était essentiellement portée sur l'enseignement et l'entraînement, notamment en Picardie. Avec les années, on a vu la formation évoluer. Les maîtres nageurs, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient dans les délégations de services publics, ont fait de plus en plus d'animations liées à l'aquaforme, liées à toutes ces activités annexes qui permettaient de faire rentrer des recettes et de faire en sorte que le déficit structurel de nos piscines soit moins important. Certes, c'est le métier, c'est le cœur de métier et c'est important. Cependant, on est passé du BESAN au BPGEPS-AN avec des référentiels qui étaient beaucoup moins ciblés, beaucoup moins harmonisés au niveau national. Je prends l'exemple du BESAN en Picardie. En professionnalisation, en stage de professionnalisation, c'est-à-dire qu'en pratique sur le terrain, à l'époque, dans les années 90, on faisait 110 heures en pédascolaire, 80 heures en école de natation, 50 heures en aquagym, 40 heures en bébé nageur, pratique de loisirs 40 heures, ce qui nous amenait à 490 heures en stage pratique. Je ne parle pas du volet spécifique, théorie spécifique, où on avait 460 heures pour faire un métier qui était à l'époque, pour nous délivrer un diplôme, qui était le BESAN. D'aucuns étaient comme moi universitaires, on pouvait le passer en modulaire, on avait quelques facilités pour le faire en modulaire. Le BPGEPS-AN, en stage de professionnalisation, je vais parler sous couvert d'un responsable de formation qui intervient sur mon territoire, c'est 300 heures. Mais au niveau national, il n'est pas précisé qu'en Picardie, ou dans le Nord, ou en Lozère, les gens doivent faire 50 heures en pédascolaire, 50 heures en aquagym, 50 heures. C'est l'organisme de formation qui s'organise. Je pense que, puisqu'on veut parler de l'attractivité du métier, il convient à un moment donné de redéfinir la mission du maître nageur, qu'il soit dans la fonction publique ou dans le privé, et de clairement donner des référentiels identiques sur le plan national, puisque la France est une et indivisible, pour que l'on puisse avoir un maître nageur qui soit totalement employable par l'ensemble des parties. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Alexis. Réaction? Merci. Oui, merci pour votre question qui permet peut-être de développer la petite incise que j'avais faite tout à l'heure sur les diplômes et finalement notamment les diplômes qui sont portés par le ministère des Sports. Sans parler de rentrer tout de suite dans le techno, nos diplômes sont organisés sous forme de compétences. C'est-à-dire que les personnes doivent disposer de compétences pour encadrer en sécurité, pour permettre à ce que les personnes qui apprennent à nager soient face à des gens qui sont en capacité de leur enseigner quelque chose et qui ont ces compétences. À charge après, pour l'organisme de formation, il ne dit pas je reçois mon diplôme puis je fais ce que je veux finalement. Il doit être habilité. C'est-à-dire que les services de l'État doivent habiliter un organisme de formation pour mettre en place sa formation. Et il n'est pas habilité comme ça, il doit remplir un cahier des charges qui est très strict, qui est très exigeant. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'organismes de formation qui sont dans la salle. Donc il y a vraiment un enjeu vraiment de sécurisation sur la manière dont c'est fait. Maintenant, et je pense que c'est tout à fait intéressant et on le voit, il y a ce cadrage général et il y a aussi un intérêt pour que certains organismes de formation, en fonction des typologies, puisqu'ils ont cette main aussi sur ce ruban pédagogique, à partir du moment où il correspond à ce qui est attendu pour avoir l'habilitation, puissent insister sur certains sujets, puissent organiser la formation pour correspondre à un certain public. Parce qu'on voyait bien que voilà, c'est des formations, nos formations, en tout cas pour le ministère des Sports, sont longues, sont chères. Alors on a dit que ce n'était pas un problème de financement, puisque vous disiez, monsieur, pour l'UCPA, 100% était financé. Pourtant, il y avait un problème. Donc c'est un problème peut-être de répartition, comment je passe mon diplôme de MNS en parallèle d'une activité professionnelle. Il y a plein de choses qui existent. Et je pense que c'est peut-être, voilà, parce qu'il s'agit aussi dans les états généraux de tracer des perspectives par la suite. Il y a peut-être aussi cette réflexion à avoir sur cette organisation de la formation. Mais c'est important de rappeler ça, que c'est pas un blanc-seing laissé à tous les OF qui font un peu ce qu'ils veulent dans leur coin. Il y a des contrôles qui sont faits aussi par l'État, comme quoi, et il y a des retraits d'habilitation, c'est-à-dire des OF qui font des mauvaises formations, se voir tirer l'habilitation parce qu'ils ne font pas, ils ne font pas ce qu'il faut. Et derrière, il y a une mise en danger des pratiquants. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Cartographie des formations dans une quinzaine de minutes. Donc on va en reparler. Peut-être une dernière question avant la conclusion de Mathieu.
Oui, bonjour à tous. Sandra Geoffroy, donc coordinatrice des activités aquatiques et natation du réseau STAPS, des formations. Je me permets juste d'attirer votre attention, et c'est aussi une question sous-jacente. On parle à l'instant d'heures de formation avec une uniformisation à mettre en place. On est tous d'accord, je pense, sur cette question. Mais par contre, l'accueil des stagiaires, les piscines. Il y a une pénurie pour les former aussi. Donc là, c'est un énorme problème. Donc, comment voulez-vous, d'une région à une autre, être sur les mêmes tabloïds, je dirais, d'accueil? Donc là, il y a un gros souci pour accueillir, y compris pour mettre en place les pratiques. Merci. Oui. Je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, le tutorat. Aujourd'hui, dans le texte, le ministère des Sports nous a demandé, et on a répondu à la demande, et on est favorable à la démarche. Il y a une transmission, mais aujourd'hui, le statut du maître nageur, que ce soit fonction publique ou que ce soit privé, ne prévoit pas un temps de tutorat, ni une valorisation. C'est-à-dire que quand un maître nageur accueille un tuteur, soit la piscine, parce que les responsables sont investis, et on est tous convaincus, mais c'est ceux qui ne sont pas là qui posent problème. Et donc, à partir de là, on ne dégage pas du temps pour qu'il passe avec son stagiaire, et on ne lui dégage surtout pas un aspect financier, c'est-à-dire cette non-reconnaissance du tutorat nécessaire dans le diplôme pose un problème. Merci. Est-ce qu'il y a une réponse? Oui. Oui, alors nous, on a mis, pour le maître d'apprentissage, on a mis une NBI en place. Pour effectivement reconnaître le temps qu'il passe à former les jeunes. Et lorsqu'il s'agit du tutorat, nous on travaille avec le CREPS de Poitiers, qui donne une petite indemnité aux tuteurs, mais qui n'est pas aussi intéressante que la NBI que nous avons mise en place. Et personnellement, je pense que le maître d'apprentissage, l'apprentissage est une excellente école de formation parce que là, il y a la transmission, parce que Stéphane parlait du vécu, il y a une transmission qui se fait, mais il faut qu'il y ait effectivement une reconnaissance du formateur dans sa mission de formation. Et peut-être qu'il soit aussi lui-même formé, qu'il puisse assister à des formations, parce qu'on est formateur de... Voilà. Vous n'avez même plus besoin de micro, vous avez la voix qui porte beaucoup. Ça reviendra ici après rapidement, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, il faut envoyer un signal fort aux maîtres nageurs présents, parce qu'ils ont besoin aussi de se sentir revalorisés dans leur métier. C'est un point aussi très important psychologiquement pour pouvoir évoluer, pour mettre le pied en avant. Il faut se sentir bien. C'est pas toujours facile en termes d'image de marque. J'ai certains universitaires à la piscine qui sont que maîtres nageurs maintenant, et ils le vivent très mal. Donc, il faut qu'il y ait un signe fort sur ce métier. Très rapidement aussi, hein, mais simplement, moi, je voulais aussi aller dans ce sens-là. C'est l'importance de la filière de l'apprentissage aujourd'hui dans les différentes typologies de formation qui existent. Le temps long, finalement, de l'apprentissage qui permet quand même de passer, et avec le tuteur, hein, évidemment, et avec le tutorat, qui permet quand même de passer un certain nombre de compétences aussi, de compétences métiers. Et ça doit s'accompagner aussi quand même d'une intégration de l'apprenti et du jeune en apprentissage dans le fonctionnement de la piscine, parce que la question, c'est comment on dégage du temps aussi dans un environnement qui est quand même très contraint, puisque les directeurs de piscine le savent très bien. La problématique, c'est d'avoir suffisamment de monde pour pouvoir ouvrir, respecter son poste, etc. Donc, comment on fait pour réussir à dégager du temps pour pouvoir former, pour pouvoir accueillir comme il faut les jeunes en apprentissage, les avoir sur une durée longue de 1 an et demi, 2 ans dans l'entreprise, et ensuite leur proposer un contrat de travail. Pour ça, il faut avoir du temps. Donc il faut finalement que le rôle du jeune en apprentissage, une fois qu'il a passé ses EPM, SP, etc., il soit totalement valorisé dans le poste, pour que ça laisse vraiment la possibilité, dans le cas de la production d'activité, de pouvoir dégager le temps nécessaire à tout ça. Merci beaucoup Noël Chenot, et on terminera là-dessus peut-être avant juste un dernier mot de Pierre-Alexis. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces piscines fermées. Vous avez la problématique du littoral. Alors on sait que c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais c'est un peu lié quand même selon vous. En fait, l'idée c'était peut-être d'ouvrir aussi pour l'attractivité des passerelles beaucoup plus faciles entre effectivement le maître nageur en piscine et ceux qu'on attend l'été sur nos plages. On en a besoin. Ça marche avec les CRS.
Alors d'ailleurs, c'est un appel de l'AMF, libérer nos CRS pour l'été 2024, parce qu'on ne voudrait pas fermer nos plages parce qu'il y a les JO. J'ai juste un appel. Mais peut-être que les MNS ou BNSSA, enfin peu importe, qui sont dans des piscines et qui ont des disponibilités l'été, pour être accueillis comme n'importe quel saisonnier en fait sur nos plages, et ça leur redonnerait peut-être un peu d'autres perspectives que d'être au bord d'un bassin chloré toute l'année, et finalement voir que leur métier a aussi un intérêt sur l'extérieur. Alors je parle de la mer, mais ça marche aussi pour les lacs intérieurs, hein. N'importe quel plan d'eau où on peut apprendre à nager. Voilà. Merci beaucoup pour ces derniers mots, Pierre-Alexis. Et puis Mathieu va nous rejoindre, Mathieu Pavageau, pour conclure sur cette question de l'attractivité avant qu'on poursuive notre intervention. Oui, peut-être juste un mot, parce que 20% par exemple des nouveaux MNS passent par l'apprentissage, donc c'est très bien, c'est une méthode de financement qui est très bien. Il y a eu un grand plan qui a été lancé sur l'apprentissage et le secteur de l'animation et du sport en général est très très productif en nombre d'apprentis, donc c'est une excellente chose avec cette alternance. Et peut-être il y a un point aussi qui était très intéressant qu'on a évoqué sans le dire directement, c'est aussi la fidélisation qui finalement résout pas mal de choses, parce qu'on est attractif, mais comment on fait en sorte que les gens continuent d'être motivés. Ça rejoint typiquement, M. Pavageau, ce que vous évoquiez, ce continuum. Ça résout la question du financement. Si on doit reformer tous les 5 ans, ça oblige à dépenser tous les 5 ans de l'argent. Donc il y a une réalité aussi derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, d'offrir ces perspectives. Et puis, ça touche à la certification. Comment est-ce qu'on donne des compétences pour aller vers autre chose, pour pouvoir occuper d'autres postes progressivement, avec un parcours de formation BNSSA, BP et autre chose derrière. Donc voilà, je pense que cette fidélisation est aussi importante. Pardon, j'ai remis une pièce dans le... Oui, exactement. Ils étaient calmes et puis là c'est reparti. Juste dire que nous, dans la fonction publique, comme ils sont fonctionnaires, on les garde, on fait ce qu'il faut pour les préserver au mieux. Hein, donc c'est aussi notre culture. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi on parle toujours d'argent. 450 milliards de distribués pendant le Covid. Donc on va peut-être arrêter maintenant avec l'inflation qui court actuellement. Ce qui est important, c'est qu'on fasse le métier, qu'on apprenne à nager à nos enfants et qu'on puisse continuer à faire fonctionner les établissements, parce que si on n'apprend plus à nager, plus personne viendra nager, donc on pourra les fermer, nos piscines. Donc arrêtons de parler d'argent, parlons de savoir, de compétences, de connaissances et d'évolution de carrière. Bien sûr, il y a un problème financier derrière. Je suis un très gros gestionnaire, je suis un petit peu en dessous de vous en déficit, donc avant Covid, hein. On était à moins de 100 000 euros, donc je sais de quoi je parle, mais il faut vraiment mettre en avant nos maîtres nageurs. C'est le mot de la fin pour cette table ronde. Merci encore à vous, Mathieu Pavageau. La conclusion, en quelques mots, s'il vous plaît, après votre préambule et tout ce que vous avez entendu depuis 1 heure. Merci. Avec beaucoup d'humilité, bien sûr, parce que vous lancez un dialogue, vous lancez des constructions, et ça a été dit comme ça, autour de la table, et on est à ce moment-là, je pense, de votre réalité. Donc, avec beaucoup d'humilité, je voudrais juste rappeler aussi quelques données aujourd'hui qui sont publiées. Hein. Il y a eu une étude là tout récemment qui peut vraiment vous intéresser pour vous dire que c'est assez partagé aussi, hein, certains constats dans d'autres filières. Une étude de l'Institut Montaigne là, qui est sortie en début d'année, en 2023, et qui rappelle que pour la moitié des actifs, de bonnes perspectives de carrière et des conditions de reconnaissance de leur travail voilà, sont les premiers facteurs de satisfaction. Et quand on leur pose la question de l'insatisfaction, pour 1 sur 2, c'est rémunération, absence de perspective, reconnaissance, soutien. Donc tout ça participe un peu de la même chose, puisque la reconnaissance, un peu comme je vous le disais en introduction, et je crois que ça a été illustré dans cette table ronde, c'est la possibilité de bien faire son travail, la mission, le beau geste, être reconnu par ses pairs, se reconnaître soi-même dans ce qu'on fait. Et que cela repose beaucoup sur effectivement une clarté des missions, du périmètre. Donc ça a été dit aussi, ça me permet un peu de ramener aussi ce que vous avez dit pendant ces échanges-là. Et un couple important. Quand on parle d'organisation du travail ou de rapport à son travail, c'est le couple autonomie-soutien. Et il y a beaucoup de métiers, et ça a été dit, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des filières qui sont à haute teneur en sens, en termes de mission. Ça a été dit tout à l'heure. Je pense à des secteurs qui nous appellent, qui sont la protection de l'enfance, les hôpitaux, l'enseignement, au sens enseignement scolaire. Et quand le métier est à haute teneur en sens, quand les conditions ne sont plus réunies, il est rapidement aussi
aussi proportionnellement à haute teneur en désaffection et en retrait, ou voilà, parce que parfois on ne peut pas partir, on parle de fonction publique aussi, hein, mais parfois ça peut être du retrait, ou ça peut être de la démotivation, etc. Ça peut être une absence à des formations programmées en termes de traduction concrète, par exemple. Voilà, pour rappeler que on est beaucoup, là, on parle beaucoup de la mission, et je crois que à la fois les données objectives que l'on a aujourd'hui sur certaines filières, certains métiers nous le confirment, et que le levier, et je terminerai par là, hein, nous on appelle ça, ce qu'on appelle ça le levier de l'organisation du travail. Ça regroupe beaucoup de points que vous avez soulevés. Le périmètre des postes, l'autonomie ou le soutien que je viens d'évoquer, c'est l'articulation des temps de travail. Alors ça, on est en 2020, à 2023, ça devient essentiel, c'est sociétal. Et ça se retrouve dans tous les métiers, l'articulation des temps de travail. Et vous, ce n'est pas qu'une affaire sociétale, on entend bien que c'est une affaire d'organisation productive. C'est aussi la possibilité d'articuler les différents rôles et métiers, missions que vous avez décrites, que je ne connaissais pas avant, mais j'ai réussi à m'approprier un peu les sigles, hein, BNSSA et MNS, etc. Et l'articulation, il y a un point important autour de l'organisation du travail autour de ça. Je l'entends bien. Voilà, typiquement, l'articulation des temps, là, vous recoupez dans le métier et dans les préoccupations sociétales, sûrement un point fort qui touche beaucoup à l'organisation du travail. Et l'organisation de travail, pour agir sur celle-ci, nous, on ne connaît pas d'autres leviers que je vous ai décrits en introduction, qui sont ceux d'un travail direct avec les principaux concernés par la situation de travail, sur une analyse disons, des faiblesses ou des manques, des empêchements qui sont connus dans l'activité, pour pouvoir construire des solutions. Donc voilà, ça suppose ensuite une certaine ingénierie pour accompagner ce dialogue et ces constructions-là. Je m'en tiendrai là, peut-être un dernier point. Il y a deux points qui ont été très peu évoqués, et je vous fais juste part de mon étonnement. Peut-être que ce n'est pas votre réalité aujourd'hui, et voilà, dont acte. C'est la question de la prévention. Ça a été évoqué un petit peu, mais plus du côté du public, en termes de sécurité. Mais est-ce qu'il y a des enjeux en termes de prévention et de conditions de travail qui, à un moment donné, peuvent jouer aussi sur l'attractivité ou la valorisation du métier à l'extérieur? Je ne sais pas. Et puis la deuxième question, qui est une question importante pour nous aujourd'hui dans tout secteur, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose du côté aussi de ce rapport du métier à la question? Voilà, peut-être pas, mais en tout cas, je le mets là dans le cercle et je m'en tiens là. Merci. Travailler le soir et travailler le week-end, c'est compliqué pour une femme, hein? Bon, ah ouais, alors mais attention, non, parce que là, vous allez remettre une grosse pièce dans la machine, attention. Hein. Non, mais la problématique, elle est là surtout. C'est-à-dire qu'on travaille en décalé par rapport à des travailleurs normaux, c'est tout. Et en tout cas, c'est voilà, des perspectives qui pourront peut-être nourrir les débats suivants. Parce que j'en ai 10 secondes. Dans certains métiers aujourd'hui qui peinent aussi à recruter, se pose la question de la féminisation de certains métiers. Donc c'est valable dans d'autres secteurs. C'est peut-être pas le cas pour vous, et ça se pose peut-être autrement. Mais je le dis pour ça aussi. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous pour vos interventions, vos contributions, et merci à l'ensemble de celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet, et ce depuis longtemps.